Comment allez-vous? La dernière fois, ou c'était la fois d'avant, ou encore c'est l'avant. Bon, en tout cas, parmi les 32 dernières vidéos histoire, il y en a une qui était une histoire de survie, qui racontait l'histoire d'un mec qui a survécu sur son radeau de sauvetage pendant 2 mois, tout seul, au milieu de la mer. Et j'ai adoré ça pour 2 raisons. La première, c'est de voir comment il a fait pour survivre, sachant que moi, je pense que je ne tiens pas 2 jours à sa place. Et la deuxième, c'est aussi de voir un peu l'impact psychologique que ça a et ce qui se passe un peu dans ton cerveau d'humain quand t'es à un niveau de détresse aussi vénère, quand t'es aussi proche finalement de mourir. Alors des histoires comme ça, il en existe plein, mais il y en a une qui a attiré mon attention récemment. Cette fois, ça se passe pas en mer, ça se passe en Antarctique. Vous savez, le continent où il y a que des scientifiques parce que c'est invivable. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'expédition cauchemardesque d'un très célèbre explorateur australien qui s'appelle Sir Douglas Mawson. Et croyez-moi, si vous avez déjà un peu peur des conditions extrêmes du froid et tout, après cette vidéo, vous détesterez encore plus. Douglas Mawson naît en 1892 en Angleterre. Mais attention, il poursuit sa vie à Sydney en Australie. Il devient donc australien. Voilà, je vais pas raconter 2 histoires de suite où ça concerne des Anglais, ça va haut. Faut savoir que lui, son truc, c'est les sciences. C'est vraiment sa passion. Et d'ailleurs, il va en faire ses études puisqu'il va faire des études de géologie et d'ingénierie. En 1903, après ses études, il participe à une expédition géologique au Vanuatu. Tout naturellement, ça lui donne envie d'en faire plus et 4 ans plus tard, vu qu'il a kiffé l'île paradisiaque, il décide de faire une expédition à un endroit opposé à une île paradisiaque, une expédition en Antarctique. Pourquoi il est amené à faire cette expédition-là? Parce qu'à l'époque, toutes les nations, elles se livrent une méga compétition. Il y a une sorte de méga concours de bits et en gros, c'est celui qui aura exploré le plus de terre en Antarctique qui gagne. Du coup, ceux qui sont prêts à aller risquer leur vie là-bas, parce que c'est des conditions vraiment extrêmes, ils sont grassement payés par le gouvernement. À tel point que les explorateurs qui vont là-bas, on les appelle les héros de l'Antarctique. Et le bon Douglas, évidemment, il veut sa part du gâteau. Il rejoint l'expédition Nimrod en 1907 et il fait partie des premiers hommes à atteindre le pôle sud magnétique. Et c'est aussi l'un des premiers hommes à gravir le mont Erebus, un volcan de 3800 mètres, le plus au sud de la Terre. Beau gosse. Il est donc en 1910 invité à participer à l'expédition Terra Nova qui a pour but d'atteindre le pôle sud géographique. Je connais super bien la différence entre les deux. Mais on n'a pas le temps, on va passer à la... On parle d'une expédition colossale. Et les participants, c'est que des gros noms du Explorateur Game. Douglas refuse. Pourquoi? Parce que c'est Douglas, mon pote. Et Douglas, il veut monter sa propre expédition. Là, vous vous dites sûrement comme moi quand j'ai lu ça, putain, l'ego du mec, fais là l'expédition. Qu'est-ce que tu racontes là? Je veux faire mon truc. Eh ben, sachez un truc, refuser de participer à cette expédition, ça lui a tout simplement sauvé la vie. Tout le monde est mort dans cette expédition. C'est rigolo parce qu'ils sont tous morts. L'expédition Terra Nova, c'était un échec non seulement parce que tout le monde est mort au moment du retour, mais aussi parce que en arrivant sur place, il y avait des Norvégiens qui étaient déjà arrivés 30 jours avant. Du coup, t'explorais pas des terres jamais visitées par l'homme, t'explorais un truc visité par des Norvégiens 30 jours plus tôt, ce qui est beaucoup moins prestigieux. Bref, on est en 1911 et Douglas, il commence à planifier son expédition. L'expédition australasienne de l'Antarctique. Le nom est pas ouf. Soyons honnêtes, son but est simple, un peu comme toutes les expéditions de l'époque, c'est mener des missions scientifiques et cartographier l'endroit. Et aussi, tant qu'à faire, il revendiquait des territoires pour l'Australie. On sait jamais, voilà. Douglas, comme vos youtubeurs et streamers préférés, a donc besoin de trouver des sponsors. Mais lui, il va pas se faire sponsoriser par NordVPN, RhinoShield, non. Il réussit, je sais pas comment, à se faire financer par le roi d'Angleterre. Directement. Mais aussi le gouvernement australien au cas où en backup et aussi quelques compagnies minières. Il réunit donc une somme d'argent importante grâce à laquelle il va pouvoir s'entourer de 90 personnes. Ces 90 personnes, ça donnera 5 groupes de personnes différentes qui mèneront chacun une expédition différente sur place. Et Douglas, pour son groupe, il choisit que 2 personnes. Moi, j'en aurais pris genre 22 pour être sûr d'être bien. Le premier, c'est le lieutenant Belgrave Ninnis, fusilier royal anglais qui était déjà là lors de l'expédition Nimrod que Douglas a fait. Le deuxième homme, c'est Xavier Mertz, un champion olympique de ski. Ça a du sens, attendez. Parce que sur place, ils vont se déplacer en traîneau. Le traîneau, c'est proche du ski. Douglas va charger ce champion olympique de ski de s'occuper des 48 skis qui traîneront les traîneaux pendant l'expédition. Ça se trouve, le mec, il a même pas un chien chez lui. Là, il doit s'occuper de 48. Bref, on a les hommes, les chiens, le matériel, le bateau, l'Aurora, un ancien bateau de chasse à la baleine habitué aux eaux glaciales. Et le départ est prévu pour le 28 juillet 1911. Le voyage dure 5 mois. 5 mois les gars. Nous on est lessivés après avoir pris le train ou l'avion 3 heures là. Sur place, première étape évidemment, créer un abri, une base dans laquelle passer l'hiver. Cette base ils vont l'appeler le Cap Denison en honneur au plus gros parrain d'expédition, Hugh Denison. C'est stylé un peu, genre tu finances des expéditions et du coup il y a des bases en ton nom. Je vous arrête tout de suite, le Cap Denison c'est à chier. En gros le camp ils l'ont fait à un endroit qui est considéré comme l'un des endroits où il y a le plus de vent au monde. Il y a des rafales, mon pote, c'est pas des rafales de vent, c'est des rafales d'AK-47. Et surtout souvenez-vous, on est en Antarctique, en plein hiver, les températures on est sur en moyenne entre moins 10 et moins 60 degrés. Il y a beau avoir des huskies mignons et plein de gens, c'est quand même pas la fête du slip. Ils construisent donc plein de huttes pour accommoder tout le monde et dans ces huttes, il fait 4 degrés. C'est comme si là vous décidiez de passer la nuit dans votre frigo.
C'est peut-être bon pour la peau, mais pas pour l'esprit, hein. Bref, nous sommes le 10 novembre 1912. Les 5 groupes sont maintenant formés et partent tous dans des directions différentes. Tout le monde doit être de retour, maximum le 15 janvier 1913. Parce que c'est tout simplement la date où le bateau, l'Aurora, se casse. Et il y a une raison à ça, c'est que l'eau risque de nouveau de former de la glace qui va bloquer le bateau. Et malheureusement, ils n'ont pas assez de vifs pour passer des mois tous ensemble ici avant de pouvoir repartir. L'info est bien retenue et tout le monde part avec l'ambition de revenir en héros. Douglas, Xavier et Ninis partent plein est. Leur objectif est simple, ils doivent atteindre une zone qui s'appelle Oates et qui est à 500 km de la base. Pendant 5 semaines, tout se passe bien. Ils font des relevés scientifiques et ils s'habituent au terrain qui les entoure. Et là, premier problème. Parmi les chiens qu'ils ont emmenés se trouvent 2 femelles qui mettent bas. Et évidemment, vu les conditions, ils peuvent pas s'occuper des portées. Après une longue réflexion, Douglas va tout simplement tuer les chiots et les donner à manger aux autres chiens. Sauf que c'est un moment horrible pour les 3 hommes et encore plus pour Ninis et Xavier qui étaient vraiment attachés aux chiens. Chiens, je vous le rappelle, avec qui ils ont fait le trajet de 5 mois sur le bateau. Ils avaient rien d'autre à foutre que de les caresser les chiens. Et puis les jours passent et nouveau problème, encore plus chiant. L'expédition devient beaucoup plus périlleuse que prévu. En gros, le quotidien de nos 3 amis c'est de marcher. Sauf qu'en Antarctique, il y a plein de crevasses. Des crevasses, c'est des trous d'un coup dans le sol qui peuvent faire jusqu'à 50 mètres de profondeur. En gros, tu tombes dedans, c'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Le souci, c'est qu'à cause de la neige, il est très dur de repérer les crevasses. Qu'est-ce que vous dites ? C'est ça, nouveau problème. Le lieutenant Ninis devient temporairement aveugle à cause des puissants reflets du soleil sur la neige. En gros, il a la rétine sensible et le soleil tape tellement fort que ça lui crame la rétine. Et comme en Antarctique, tout est blanc et tout reflète le soleil, peu importe où il regarde, il est baisé. Vu la dangerosité du terrain sur lequel il avance, c'est un peu relou, on va pas se mentir. Et aussi, il a quelques doigts qui gèlent et donc de temps en temps, Douglas doit lui en inciser une partie, comme ça. Un quotidien tout à fait normal. Mais ça ne suffit pas. Il leur faut encore plus de problèmes. Un jour, l'un des 3 traîneaux qu'ils transportent avec eux tombe dans une crevasse. Il est malheureusement irrécupérable et là Douglas prend une décision maligne. Il se dit bon, ce truc des crevasses ça devient insupportable et beaucoup trop dangereux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous nos vivres et nos ressources vitales sur un traîneau qui sera à l'arrière et qui sera dirigé par Ninis, qui a la moins bonne visibilité du groupe. Le deuxième traîneau, lui, sera à l'avant, on y mettra tout notre matériel et il sera dirigé par Xavier, qui sera chargé de checker autour et de prévenir Ninis s'il voit une crevasse. Honnêtement, c'est malin et comme tous les gens dans ces histoires, ils ont une capacité d'adaptation assez folle face à ce qui les entoure. Et grâce à ça, ils ont déjà parcouru 500 km et ils sont à 2 doigts d'atteindre leur destination et de faire demi-tour pour rentrer à la base. Mais calmez-vous. Le 13 décembre 1912, ils sont en train de marcher et Xavier aperçoit une crevasse au milieu de la neige. Il lève le poing, il alerte le groupe, il contourne la crevasse et il continue son chemin. Quelques minutes plus tard, il se retourne pour dire un truc à Douglas et il constate que derrière Douglas, il n'y a plus Ninis. Immédiatement, ils font demi-tour, ils marchent pendant plusieurs minutes en hurlant son nom et puis ils atteignent la fameuse crevasse que Xavier avait repérée quelques minutes plus tôt. Et au fond de cette crevasse se trouve le corps de 2 chiens et le traîneau. En revanche, Ninis ne se trouve pas au fond de la crevasse. Douglas et Xavier vont le chercher ce jour-là pendant plusieurs heures et ils ne vont jamais le retrouver. Ils ne savent pas ce qui est arrivé à Ninis, ils ont des théories, peut-être qu'il est tombé dans la crevasse, qu'il est mort sur le coup et que son corps est au fin fond de la crevasse et n'est donc pas visible depuis la surface, peut-être aussi qu'il est tombé, qu'il est juste blessé et qu'il a essayé de remonter à la surface via un autre chemin. Bref, ils n'en savent rien, tout ce qu'ils savent c'est que leur ami a disparu et qu'ils le retrouveront jamais. Douglas et Xavier sont donc au milieu d'un environnement extrêmement hostile, à 500 km de la base, avec plus aucune nourriture. Ils sont clairement foutus. Mais c'est des explorateurs, c'est des guerriers, et ils prennent tout de suite les choses en main. Mais avant toute chose, nouveau problème. Souvenez-vous, le bateau l'Aurora quitte le camp le 15 janvier. Il leur reste donc un mois pour parcourir les 500 km retour et atteindre le bateau. Ils font le tour de toutes les options et malheureusement il n'y en a que 2. La première c'est rejoindre la côte où ils pourraient se nourrir des phoques, donc régler le problème de nourriture et espérer tomber sur un autre groupe d'explorateurs. Malheureusement la côte elle est à 500 km de leur position et pour y aller c'est le même genre de chemin que ce qu'ils viennent de faire, c'est des crevasses partout. Et rien ne les assure une fois sur place de trouver de l'aide. La deuxième option c'est de couper par les terres, ce qui leur permettrait d'atteindre la base beaucoup plus rapidement et d'éviter tous les reliefs dangereux, les crevasses, etc. Le problème de cette option-là, c'est que sur le chemin, il n'y aura aucun animal à chasser. Douglas choisit la deuxième option, et pour résoudre ce problème de nourriture, il a une solution, manger les chiens. Le lendemain matin, la faim se fait ressentir, ils sont épuisés, et ils se résignent à abattre un premier chien. Il mange donc ce premier chien et c'est un moment horrible puisque déjà la viande est dégueulasse et en plus c'était un compagnon de route. Vous êtes plein à avoir des animaux, bah voilà, imaginez demain vous devez tuer votre chat ou votre chien pour manger. Voilà, bref, vous avez compris. Les jours passent et tous les jours c'est la même chose, c'est ce truc macabre d'abattre un chien et de le manger pour pouvoir survivre. Mais on arrive au stade où il n'y a plus assez de chiens pour tirer les traîneaux. Douglas et Xavier doivent le pousser à la force de leurs bras, ce qui les épuise, et donc pour limiter la casse, ils vont se débarrasser de tout le matériel inutile. Les instruments scientifiques, les fusils, l'appareil photo, tout ce qui est inutile à leur survie est abandonné. Le 29 décembre, les 2 hommes abattent leur dernier chien. Et vu qu'ils sont débarrassés de leurs fusils,
Cette fois, c'est au couteau qu'ils l'abattent. Ils ont plus de chien et donc plus de nourriture, ils poussent eux-mêmes le traîneau, et du coup, ils progressent plus que de 8 km par jour. Autrement dit, l'Aurora sera partie bien avant qu'ils atteignent le camp si jamais ils réussissent à l'atteindre. Là, on se dit, bon, ils sont au plus bas, il peut arriver que du bien maintenant. Nouveau problème. Xavier tombe gravement malade et son état ne cesse de se détériorer. Faut savoir que pendant toute l'expédition, Douglas prend des notes dans son carnet. Et ce jour-là, Douglas, il explique dans son carnet que la nuit, régulièrement, Xavier se réveille et hurle pendant des heures. Le 7 janvier, Xavier craque complètement. Comme chaque nuit, il se réveille, comme chaque nuit, il hurle pendant des heures. Mais cette nuit-là, il essaie de détruire l'abri qui permet aux deux hommes de survivre lors des nuits glaciales. Douglas tente de le maîtriser, il se jette sur lui, il s'allonge sur lui, il le bloque. Xavier finit par se calmer et apparemment, quelques heures après cet incident, Xavier lâche son dernier souffle. Les scientifiques pensent avec le recul qu'en fait en mangeant les foies des chiens, ils s'empoisonnaient à petit feu à cause d'une abondance de vitamine A qui est à haute dose toxique pour l'homme. Donc non seulement ils étaient déjà dans la merde, mais qu'en plus ce qu'ils mangeaient, ça les affaiblissait au final puisque ça les empoisonnait. Bref, où on en est de ce calvaire. Douglas est maintenant seul et il estime qu'il est à environ 160 km de la base. Alors il sait qu'il atteindra pas le bateau à temps, mais il espère qu'avant de partir, les explorateurs laisseront au camp des provisions au cas où Douglas atteigne le camp par miracle. Douglas continue de marcher seul, il a probablement plus longtemps à vivre devant lui et un jour, une énorme douleur le prend au pied. Il retire ses bottes pour voir ce qui se passe et là il voit tranquillement la plante de ses pieds se décoller. La douleur évidemment est insoutenable et il décide de bidouiller un truc pour avoir moins mal. Il met de la cire sur son pied, il met plein de paires de chaussettes, il remet sa botte et il se dit « Pitié ça tient ». Il parle de la peau de son pied là, pitié ça tient. Malgré tout, il réussit à parcourir 8 km de plus dans cet état. On est le 17 janvier, et là, devinez quoi? Nouveau problème. Il a pas le droit de souffler Douglas. Apparemment, à la naissance, on lui a dit, toi, jamais tu respires. Fallait bien que ça arrive, il tombe dans une crevasse. Heureusement, la corde qui le relie à son traîneau n'a pas cédé, le traîneau est toujours à la surface, et Douglas réussit avec ses dernières forces à remonter la corde, atteindre son traîneau, et de nouveau pouvoir reprendre sa route. 10 jours plus tard, bonne nouvelle. Une bonne nouvelle les gars, c'est pas une blague. Douglas aperçoit au loin un petit monument de pierre posé au milieu de rien. Ces petits monuments de pierre, c'est une façon utilisée par les explorateurs pour se laisser des messages. Et le message en l'occurrence est plutôt cool. Un groupe de son expédition est apparemment actuellement à sa recherche. Et avec le message se trouve de la nourriture. Le message date d'à peine 6 heures. Ça veut dire que l'Aurora, le bateau, n'est pas encore parti, que les gens d'expédition ne l'ont pas encore abandonné. Clairement, ils retrouvent l'espoir, ils retrouvent l'énergie. Malheureusement, le temps presse, la date à laquelle l'Aurora devait partir est maintenant passée, et ils risquent donc de partir à tout moment avant d'être prisonniers de la glace. À cause d'un blizzard, Douglas est ralenti et arrive plus tard que prévu au camp. Et à son arrivée, il voit l'Aurora, très loin à l'horizon, en train de se barrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le 8 février, 3 semaines après le départ initialement prévu, l'équipage n'ayant aucun signe de vie de Douglas a décidé de partir. Mais 6 hommes se sont portés volontaires au moment du départ pour rester au camp, au cas où Douglas serait encore vivant. Eux, c'est vraiment des beaux gosses. Comment je serais sur l'Aurora, moi, à leur place? Douglas finit donc par croiser les 6 hommes en question et ils vont ensemble passer l'hiver à la base, avec assez de provisions pour survivre en attendant le retour du bateau. Un an après son départ, l'Aurora revient donc chercher les 7 hommes au cap Denison et c'est la fin de l'horreur pour Douglas. Ça c'est une bonne nouvelle, waouh! Douglas n'a pas traversé toutes ces épreuves pour rien, il s'en sort vivant. Indemne, pas sûr, mais vivant. À son retour en Australie, il est accueilli comme un héros. Ça devient une telle fierté nationale que sa tête se retrouve sur des billets de 100 $ pendant plusieurs années, c'est bon? Sachez que malgré tout ça, Douglas est retourné plusieurs fois en Antarctique pour des missions. Je sais même pas quoi dire. Je peux pas vous laisser sur ce dénouement sans vous parler de certaines théories. Il y a un arc très sombre de cette histoire qui a été soulevé par des journalistes à l'époque. Comment Douglas a survécu après avoir abattu son dernier chien? Certains l'ont accusé de cannibalisme. Oui, il y a des rumeurs qui disent qu'il a dû bouffer Xavier. D'ailleurs, dans son fameux journal de bord, il y a un passage un peu chelou. Un passage dans lequel il dit « J'ai fait bouillir de la viande de chien ». Mais la date correspond à 2 semaines après qu'il ait abattu le dernier chien. Et 2 jours après la mort de Xavier. Était-ce bien du chien dans cette casserole, Douglas? Ou était-ce du Xavier? Évidemment, les théories vont encore plus loin. Certains vont jusqu'à dire qu'il aurait précipité la mort de Xavier. En tout cas, lui, de son vécu, il a toujours nié ses hypothèses et sa descendance les nie à son tour aujourd'hui. Mais l'hypothèse existe, elle est intrigante. Et quand même, quand on voit les dates des événements, on se dit... Comment t'as fait? Après, c'est des hypothèses, ça n'enlève rien à son mérite d'avoir survécu à autant d'emmerdes, autant de galères. Franchement, beau gosse, sacré explorateur le Douglas. Et écoutez, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, je vous cache pas, je dois être en live dans 6 minutes actuellement. J'ai un peu tardé, j'ai kiffé vous raconter cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Un gros respect à tous les gens qui partent à l'aventure, même dans des conditions pas du tout aussi extrêmes. Je trouve ça assez fou les gens qui ne serait-ce vont en mer pendant plusieurs semaines ou bougent dans des pays qu'ils connaissent pas du tout avec 3 fois rien, juste un sac. Je trouve ça incroyable, ça demande un courage dingue, moi ça me terrorise. Et donc je suis particulièrement touché par les histoires comme celle de Douglas. Les Squeezos, portez-vous bien, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.